Chinese hack. Investigating a Chinese hack. La vidéo sur les hackers russes a fait beaucoup réagir parce qu'elle montrait que le hacking est le produit d'un système. Aujourd'hui, on va appliquer la même grille de lecture pour un pays très différent, la Chine. En Chine, la cyber s'inscrit dans une logique très différente. Ici, on ne parle pas d'initiatives individuelles dispersées, on parle d'un environnement où les compétences techniques sont organisées, orientées et même intégrées à une stratégie nationale. Pour comprendre ce modèle, il faut oublier les clichés du hacker isolé et regarder le système. Tout commence par la formation. La Chine a fait le choix d'un modèle fondé sur le volume et la sélection. Des millions d'étudiants passent par des filières scientifiques exigeantes avec une pression académique très forte. L'objectif n'est pas de produire quelques profils d'exception, mais de générer un réservoir massif de compétences techniques solides. Les concours, compétitions et programmes spécialisés servent avant tout à identifier, classer et orienter ces profils. Depuis 2017-2018, la régulation chinoise a favorisé l'organisation de compétitions nationales, un peu type CTF comme on le connaît nous, et limité surtout sa présence dans les compétitions internationales. Tout cela afin de garder ses activités à l'intérieur du pays. Bah oui, en même temps, les Chinois sont tellement nombreux qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir à l'international ce qu'il se passe pour progresser. N'oublions pas que le pays qui compte le plus d'internautes au monde est la Chine. Ces compétitions jouent un rôle dans l'écosystème local. Elles servent à identifier des talents, encourager l'expertise et sont alignées sur des priorités plus larges de sécurité nationale. Contrairement à la Russie, les zones grises jouent un rôle beaucoup plus limité en Chine. Les compétences techniques sont rapidement identifiées et intégrées dans un cadre plus institutionnel. Universités, entreprises privées et structures étatiques sont étroitement imbriquées. L'objectif principal n'est pas vraiment la cybercriminalité opportuniste. Il s'agit avant tout d'espionnage stratégique et industriel, c'est très important. Un exemple souvent cité concerne le secteur aéronautique. Par exemple, ici on voit le C919, un avion chinois développé grâce au cyberespionnage. Bien sûr, je mettrai les liens vers les articles en description. Mais pour faire simple, des enquêtes publiées par CrowdStrike et relayées par le monde informatique ont documenté des campagnes de cyberespionnage visant des entreprises européennes et nord-américaines de l'aviation. Ces opérations visaient à capter de la propriété intellectuelle pour accélérer le développement des programmes nationaux, comme l'avion civil chinois C919. L'espionnage industriel peut être très rentable. Quand on développe un avion, l'une des parties les plus longues et coûteuses, ce sont les phases d'essai et de validation, plus communément appelées la R&D. Recherche et destruction. Je rigole. Recherche et développement. Maintenant, imaginez si vous connaissez d'avance quels matériaux ont posé problème, quelles architectures ont été abandonnées, ou quels compromis techniques ont déjà été testés. Ça te fait un bon gros raccourci en fait. Pour faire simple, les grandes entreprises chinoises, qui sont la plupart du temps dirigées par l'État, vont plutôt privilégier, lorsque c'est possible, de copier plutôt que de faire des longues et coûteuses phases de recherche. Le patriotisme comme moteur. En Chine, la cyber est intégrée à un discours beaucoup plus large qui concerne la souveraineté numérique. Les autorités présentent l'espace numérique comme un champ de compétition stratégique entre États. Dans ce cadre, on voit vraiment la cybersécurité, voire le hacking plus particulièrement, comme un levier au service d'objectifs nationaux. D'autre part, des compétences développées dans le secteur privé peuvent être mobilisées ponctuellement dans un cadre institutionnel. Les rapports publics occidentaux illustrent bien cette logique. Par exemple, la campagne dite Houken, développée par l'ANSSI, montre des opérations visant à maintenir une présence discrète et durable dans les réseaux d'organisations françaises. L'objectif n'est pas la défiguration de sites ou la démonstration de force. Il s'agit de persistance, de collecte d'informations et de préparation sur le long terme. Les outils utilisés sont adaptés, discrets et conçus pour rester invisibles. C'est cette approche méthodique, structurée et alignée sur des priorités stratégiques qui distingue ce modèle. Mais comment l'État s'assure-t-il que rien ne lui échappe ? Eh bien, c'est la loi. Depuis 2021, une réglementation stricte impose à tous ceux qui découvrent une faille de sécurité, ou plus communément appelée une vulnérabilité, de le signaler aux autorités chinoises dans les 48 heures. Et surtout, il interdit de la vendre ou de la divulguer sans autorisation à l'étranger. La faille de sécurité devient une ressource d'État. Imaginez l'impact lorsqu'un expert chinois trouve une faille critique dans Windows ou même iOS par exemple.
le gouvernement chinois est le premier informé. Il a alors deux options. Soit il va demander à l'éditeur de corriger la faille pour protéger ses propres infrastructures, parce que, admettons qu'il utilise ce logiciel, ce produit. On peut imaginer que c'est le cas. Par exemple, si un Chinois découvre une faille de sécurité dans une entreprise, sur une entreprise comme Huawei, eh bien, le gouvernement va faire en sorte que la faille soit réglée au plus vite. Ou alors, le gouvernement peut aussi décider de garder cette arme bien au chaud en réserve pour des opérations d'espionnage, avant même que le reste du monde ne soit au courant. Dans cette vidéo, je voulais surtout parler de ce qui différencie réellement les hackers chinois des autres hackers à travers le monde. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire au sujet de la Chine. Par exemple, l'installation d'infrastructures réseau par Huawei pour la 5G notamment. Mais dans cette vidéo, je tenais vraiment à rester sur l'aspect culturel. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like. Et si tu as des critiques ou commentaires à faire, eh bien, c'est en commentaire. Salut!